J'ai envie de revenir sur une discussion qu'on a eue il y a quelques jours avec une médiatrice. Donc, je dis bien médiatrice pour dire qu'il ne s'agit pas de quelqu'un formé à l'EPMN. Et il était question des pratiques de la profession. Alors, elle racontait des médiations qu'elle a accompagnées. Et à un moment, elle dit que le processus structuré, franchement, c'est pas si important. Et que le sien, il est d'ailleurs pas strictement défini. Et que, en fait, chaque médiateur a sa personnalité, sa sensibilité et sa manière d'intervenir. Et qu'en fait, ce qui compte, c'est la bienveillance, la capacité d'écoute. Et ce qui est important, c'est que les personnes en médiation respectent les règles essentielles d'une communication non violente. Et d'ailleurs, elle rajoutait que si une des personnes n'est pas capable de respecter ça, ben en fait, c'est qu'elle n'est pas prête à aller en médiation. Et que la médiation, de ce fait, elle peut être arrêtée sur le champ. Ouais, ça nous a beaucoup étonnés, hein, quand même. Ouais, donc en fait, voilà, globalement, on va parler des pratiques de la médiation. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Alors, ce que tu décris, je m'en souviens évidemment très bien, c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de représentations encore qui assimilent la médiation à une posture, une sorte de posture de sagesse, de gentillesse, d'ouverture spontanée, tu vois, comme si la compétence du médiateur se résumait à son caractère ou à sa capacité d'écoute. Mais dans cette vision-là, on perd ce qui fait la spécificité et l'exigence de la médiation, c'est-à-dire une méthode rigoureuse, structurée, reproductible et transférable, tu vois, parce que en fait, ce qui était énoncé par cette médiatrice, ça n'a rien de reproductible et rien de transférable. Et ce qui m'a beaucoup plus étonnée, c'est l'idée que si une partie n'est pas respectueuse ou comme elle dirait, pas bien intentionnée, ben en fait, ce serait légitime de stopper la médiation. Comme si, en fait, l'accès à la médiation dépendait d'un niveau de, comment je peux dire, de maturité relationnelle. En fait, un niveau qu'il faudrait atteindre pour que la médiation puisse être réalisée ou puisse être menée à bien. Oui, et que seule la médiatrice pourra juger, évidemment. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une dérive fréquente. Tu vois, ça traduit un glissement moral. C'est-à-dire que le médiateur devient celui qui décide de qui est prêt, de qui est digne d'accéder à la médiation. Et ça, c'est vraiment problématique parce que c'est plus une posture de neutralité, c'est un filtre subjectif basé sur une perception personnelle de ce qu'est un bon comportement. Tu vois, je le mets entre guillemets. Or, la médiation professionnelle en tout cas, elle est justement là pour accueillir ce qui est tendu, ce qui est difficile, ce qui est conflictuel, tout ce qui n'est pas encore ajusté. Parce que si ça l'était, les personnes ne seraient pas en face de nous, parce qu'elles ne seraient pas en conflit. Oui. Donc ça n'a rien d'étonnant que les personnes puissent prêter des intentions négatives, qu'elles tentent de contraindre l'autre, qu'elles aient des jugements négatifs. Si elles n'avaient pas tout ça, elles ne seraient pas là. Oui, c'est ce que je me suis dit après coup, parce que si on commence à exclure les personnes sous prétexte qu'elles ne sont pas prêtes, ou qu'elles ne développent pas une communication bienveillante, ou alors qu'elles ne respectent pas assez l'autre... on ne fait plus de médiation. Ouais. Tout simplement. Et c'est là que le processus structuré, en fait, prend tout son sens. Il n'est pas là pour enfermer la relation. Il est là pour garantir un cadre stable, dans lequel chaque personne peut retrouver sa liberté d'expression, sa liberté de réflexion, même si elle est en colère, même si elle est blessée, même si elle est méfiante. Et elle le sera, puisque c'est la raison pour laquelle elle est en face de nous. Donc, sans ce cadre, c'est la personnalité du médiateur qui fait la loi. Et dans ce cas, on sort complètement du champ professionnel. C'est de l'amateurisme. Mais à la fois, je comprends aussi que ce soit rassurant, cette idée de bienveillance-là qui est promue. Parce que c'est doux, c'est valorisant, ça donne l'impression... C'est surtout très à la mode. Oui, alors oui, mais aussi ça donne le sentiment d'être dans le bon rôle, en fait. Sauf que ce que tu dis, c'est que cette bienveillance, en fait, elle masque une absence de méthode. Ou pire, elle peut devenir un outil d'exclusion déguisé. Parce qu'à partir du moment où la bienveillance devient une exigence implicite, celui ou celle qui ne la manifeste pas assez, il devient le problème. Tu vois ?
Et le tiers, donc la médiatrice ou le médiateur, au lieu de structurer l'expression et la réflexion, ben, en fait, il se met à trier les intentions. Donc, en fait, c'est plus une médiation, c'est une lecture morale de la relation. Et pourtant, j'ai aussi entendu que trop de structuration, ça tue la spontanéité et que les médiateurs, en fait, ils doivent rester libres dans leur approche. Oui, mais cette liberté, elle n'est pas celle de l'arbitraire. C'est la liberté dans un cadre rigoureux, exactement comme dans n'importe quelle discipline. Tu vois, imagine, un médecin ne va pas changer le protocole selon son humeur du jour. Tu vois, il va écouter, bien sûr, mais il sait exactement à quel moment poser un diagnostic et à quel moment proposer un traitement. Il ne va pas le faire parce qu'aujourd'hui, il le fait comme ci, parce qu'il est de bonne humeur, et demain, on verra bien, selon son humeur. Le médiateur professionnel, lui aussi, s'appuie sur une séquence précise d'intervention, sur des outils clairs, sur une posture définie. Ce n'est pas une performance individuelle. Oui, c'est d'ailleurs ce qui permet d'éviter les biais. Ben oui. Parce qu'au fond, ce que j'ai compris, c'est que cette médiatrice, elle décidait un peu au ressenti. Ouais, c'est ça, au feeling. Ouais, si elle ressentait... Elle l'a dit d'ailleurs, hein, le feeling était très important. Ouais, que si elle estimait qu'une personne n'était pas assez sincère ou pas assez dans le respect, ben ça y est, elle arrêtait tout. Ouais, c'est sa limite. C'est ce genre de pratique qui est très répandu dans les approches non professionnelles. On y parle souvent d'alliance, d'intuition, d'énergie du groupe, tu vois, mais ce sont des notions en fait qui révèlent plus de la subjectivité accompagnante que de la médiation structurée. Ouais. Or, le rôle du médiateur professionnel, c'est pas de sentir, c'est pas d'avoir du flair, de l'intuition, du feeling. Un sixième sens. Son rôle, c'est de clarifier, c'est d'amener d'accompagner les personnes dans une réflexion qu'elles ne sont pas capables d'avoir seules parce qu'il y a une dynamique émotionnelle qui les dépasse. Donc, c'est pas de deviner les intentions, c'est de restituer des représentations, des attentes, des décisions possibles. Et ça nécessite, on le dit depuis le début, un processus clair et pas une alchimie personnelle, si je peux le dire comme ça. Oui. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'un médiateur professionnel, il peut intervenir même quand les personnes sont tendues, agressives ou perçues comme mal intentionnées. Parce qu'en fait, c'est le cadre qui régule, pas le comportement initial. Non, mais c'est pas qu'il peut intervenir. C'est que justement, c'est son rôle d'intervenir quand les personnes sont tendues, agressives et tout ce que tu as dit. Donc oui, le médiateur professionnel ne cherche pas à diagnostiquer le niveau d'éveil éthique, tu vois, ou moral de la personne. Et il structure les conditions d'un espace de régulation. Et dans cet espace, chacun reste libre de s'exprimer, de se positionner, de décider. Et ce qui compte, ce n'est pas que tout se passe bien dès le début, c'est que le processus permette une clarification progressive et une co-construction. Ouais. Donc, refuser le processus structuré au nom de la personnalité du médiateur, c'est au fond se protéger de sa propre insécurité professionnelle. C'est surtout, je te dirais surtout, c'est ne pas connaître le processus structuré. Tu vois, c'est une lecture possible. Hein. Parce que le processus structuré, ça exige, je l'ai dit, de la rigueur, de la clarté, de la méthode. C'est pas confortable pour tout le monde, c'est vrai, ça prend du temps pour l'acquérir, on le voit en formation. Ouais. C'est pas quelque chose de spontané, il faut travailler là-dessus. Et la première étape, c'est d'abord d'en comprendre l'intérêt. Et je dirais qu'une fois que cette compréhension se fait jour, et bien après c'est beaucoup plus facile pour s'approprier les différentes étapes. Voilà, mais c'est ce qui va permettre en fait de garantir que la médiation ne soit pas une faveur qu'on va accorder à ceux qui nous plaisent, tu vois, mais que ça reste un droit accessible à tous, y compris à ceux qu'on ne comprend pas tout de suite. Ouais. Et je crois que c'est ce qui m'a manqué dans cette conversation, en fait. Ouais. C'est le sentiment qu'on parle d'un métier et pas d'une disposition de cœur ou d'une vocation, mais plutôt d'une compétence, en fait. Ouais. Peut-être même précisément d'une exigence.